Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un nom qui peut faire un peu peur, le lymphome non-Hodgkinien. Et la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas une seule maladie. Non, c'est en fait toute une famille de cancers, et c'est justement ça qui rend le sujet à la fois complexe et vraiment intéressant. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour y voir beaucoup plus clair. Plus de 60. Voilà le chiffre clé à retenir. C'est énorme, non? C'est le nombre de visages, de sous-types différents que peut prendre le lymphome non-Hodgkinien, qu'on appelle aussi LNH. Et ça change absolument tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul traitement, mais bien des stratégies presque sur mesure, adaptées à chaque version de la maladie. Le diagnostic précis est donc fondamental. Alors, une question qui revient tout le temps. C'est quoi la différence avec le lymphome de Hodgkin? Pour bien visualiser, imaginez le Hodgkin comme une armée très disciplinée qui avance de base en base, de façon très ordonnée, d'un groupe de ganglions à l'autre. Le non-Hodgkinien, lui, eh bien, c'est plus anarchique. Il peut surgir n'importe où, dans plusieurs zones en même temps, sans suivre de chemin logique. Il est beaucoup plus imprévisible. Bon, pour s'y retrouver dans tout ça, voici notre plan. D'abord, on va définir précisément ce qu'est le LNH. Ensuite, on verra qui est le plus touché et pourquoi. On parlera des signes qui doivent alerter, puis du parcours pour arriver en diagnostic. On verra aussi comment on cartographie la maladie et bien sûr, on terminera avec les traitements qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première section, ce cancer aux multiples visages. On commence par la base de la base. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le LNH est un cancer du sang qui démarre dans nos lymphocytes. Les lymphocytes, ce sont les soldats de notre système immunitaire, ceux qui nous défendent contre les infections. Le problème ici, c'est que ces soldats commencent à se multiplier de façon complètement folle, de façon incontrôlée. Que ce soit les lymphocytes B ou T, peu importe, le résultat est le même. Notre propre système de défense se dérègle et se retourne en quelque sorte contre nous. Maintenant qu'on sait ce que c'est, la question qui vient juste après, c'est qui est touché? Et est-ce qu'on sait pourquoi? On va explorer ensemble les facteurs de risque. Le premier facteur, et c'est un facteur majeur, c'est l'âge. En moyenne, le diagnostic tombe entre 63 et 66 ans. Attention, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas plus jeune, bien sûr que si, mais ça reste une maladie qui touche majoritairement les personnes plus âgées. La cause exacte, très souvent, reste un mystère. Par contre, on a identifié pas mal de facteurs de risque. Le plus important, c'est un système immunitaire affaibli. Certaines infections virales aussi, comme le fameux virus d'Epstein-Barr ou le VIH, peuvent jouer un rôle. Pareil pour certaines maladies auto-immunes. Et puis, il y a aussi les antécédents dans la famille ou l'exposition à certains produits chimiques, comme des pesticides par exemple. Ok, passons maintenant à des choses très concrètes. Quels sont les signes qui doivent mettre la puce à l'oreille? Quels sont les fameux signaux d'alerte envoyés par le corps? Le signe numéro 1, le plus classique, c'est un ganglion qui gonfle, souvent dans le cou, sous les aisselles ou au niveau de l'aine. Et le point important, c'est que généralement, ça ne fait pas mal. Et puis, il y a ce qu'on appelle les symptômes B. Retenez bien ce trio. Primo, une fièvre persistante et inexpliquée. Deuxio, des sueurs la nuit, mais pas des petites sueurs. On parle de sueurs qui trempent les draps. Et tertio, une perte de poids importante de plus de 10% sans faire de régime. Ça, c'est un vrai signal d'alarme. Bon, face à de tels symptômes, comment est-ce que les médecins font pour en avoir le cœur net? C'est quoi le parcours pour poser le diagnostic? En fait, c'est une véritable enquête. Ça commence classiquement par un examen physique, des questions, mais l'étape reine, celle qui est absolument décisive, c'est la biopsie. Il faut prélever un petit bout d'un ganglion suspect pour l'analyser. C'est cet échantillon qui va non seulement confirmer le diagnostic, mais surtout qui va donner le nom et le prénom du LNH. Et cette information est cruciale pour la suite. Et j'insiste là-dessus, on peut faire des scanners, des prises de sang, tout ça, ça donne des indices, des pistes. Mais la seule, l'unique preuve, la réponse définitive, c'est la biopsie. C'est vraiment la pièce maîtresse du puzzle, la carte d'identité précise du cancer. Une fois le diagnostic confirmé, l'étape suivante, c'est de faire une sorte d'état des lieux, de cartographier l'étendue de la maladie dans le corps. C'est ce qu'on appelle la stadification. Pour ça, on utilise un système de classification. Pour faire simple, on prend un repère dans le corps, le diaphragme, ce grand muscle qui sépare le thorax de l'abdomen. Si la maladie est d'un seul côté, en haut ou en bas, on est en stade 1 ou 2. Si elle touche des ganglions des deux côtés du diaphragme, en haut et en bas, c'est un stade 3. Et enfin, le stade 4, c'est quand la maladie s'est étendue à d'autres organes comme le foie ou la moelle osseuse. Mais le stade ne fait pas tout. Pour avoir une idée plus fine, surtout pour les formes agressives, les médecins regardent aussi l'âge, le nombre d'organes touchés, l'état de santé général et le taux d'une enzyme dans le sang, la LDH. En combinant tout ça, on obtient un score. Attention, ce n'est pas une sentence, c'est plutôt un guide, un outil précieux pour aider les médecins à choisir le traitement le plus adapté.
Allez, on arrive à la dernière partie, la plus importante et aussi la plus porteuse d'espoir, les traitements. Comment on se bat contre le LNH aujourd'hui? Et là, attention, on aborde une idée qui peut sembler complètement contre-intuitive. C'est l'un des plus grands paradoxes en cancérologie. Les lymphomes qui se développent le plus vite, les plus agressifs, sont souvent ceux qui répondent le mieux au traitement et qui ont donc les meilleures chances de guérison. C'est parce que les cellules qui se divisent très vite sont aussi beaucoup plus sensibles à la chimiothérapie. Et ce paradoxe, il mène à deux stratégies de traitement très différentes. D'un côté, pour les lymphomes indolents, qui évoluent très lentement, le but est de gérer ça comme une maladie chronique. De l'autre côté, pour les lymphomes agressifs, qui vont très vite, l'objectif est clair et immédiat, la guérison. Et pour ça, on y va avec un traitement intensif pour éradiquer la maladie. Pendant des décennies, l'arme de base contre les lymphomes agressifs, c'était un cocktail de chimiothérapie bien connu, le CHOP, C-H-O-P. Chaque lettre, c'est un médicament différent. L'idée, c'est d'attaquer les cellules cancéreuses sur plusieurs fronts en même temps. Mais la vraie révolution, ça a été d'ajouter une lettre, le R, pour R-CHOP. Ce R, ce n'est pas une chimio de plus. C'est du rituximab, une immunothérapie. C'est une sorte de missile à tête chercheuse qui va se fixer spécifiquement sur les lymphocytes malades pour les marquer. Comme ça, le propre système immunitaire de la personne peut les reconnaître et venir les détruire. C'est beaucoup, beaucoup plus ciblé. Et l'impact de ce R a été bien spectaculaire. L'arrivée du R-CHOP a complètement changé la donne. Les taux de rémission, les chances de guérison, tout a grimpé en flèche. Ça a vraiment marqué le début d'une nouvelle ère dans la prise en charge de ces lymphomes. Et pour finir sur une vraie note d'optimisme, regardez ce chiffre. Le lymphome de Burkitt est une des formes les plus foudroyantes qui existent. Pourtant, chez l'enfant, grâce au traitement intensif actuel, le taux de guérison dépasse les 85%. Ça montre à quel point les progrès sont immenses, même face aux cancers les plus redoutables. Aujourd'hui, on voit même arriver des thérapies où l'on reprogramme génétiquement les cellules immunitaires pour qu'elles aillent chasser le cancer. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un jour traiter un cancer ressemblera moins à de la chimie qu'à de la programmation biologique, du codage du vivant? C'est une perspective assez vertigineuse. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.